Bonjour à tous. Donc, effectivement, je m'appelle Benoît Cuny. Je dirige une entreprise qui s'appelle Casiris, qui est basée à Opio et qui propose ses services dans le pays grassois, pays valbonnais et dans le moyen pays, disons. Donc, quel est le métier de Casiris, ou plutôt d'où vient le métier de Casiris? En 2002, je crée une activité, une petite entreprise qui a vocation à s'occuper de la résidence secondaire. Plus particulièrement de la résidence secondaire appartenant à des particuliers étrangers. Et je développe un service, donc comme dirait Christophe, on est plus dans le service associé, donc je mets des briques de service ensemble en disant, finalement, le propriétaire de la résidence secondaire, il a besoin du jardin, de la piscine, du ménage, d'un certain nombre de choses, et je lui propose une solution intégrée, associée, excuse-moi Christophe, mais dans la logique, un contact, et puis on s'occupe de la résidence secondaire. L'idée étant de rendre l'usage et la détention de la résidence secondaire aussi facile qu'une chambre d'hôtel. On y vient, c'est prêt. Donc tout va bien, ma petite entreprise se développe gentiment, j'ai des clients. Et puis en 2007, je faisais face à un problème de gestion de ma saisonnalité de l'activité ménage. Vous voyez bien que la résidence secondaire, en hiver, elle est vide, donc on a besoin de rien. En été, elle est pleine, on a besoin de beaucoup de ménage. Et donc j'avais une difficulté d'avoir une activité, fût-elle associée, qui partait de 0 à 100, voire 200 sur une période courte. Et donc à la faveur de la réorganisation des services à la personne, je dis, mais tiens, finalement, il y a peut-être une bonne idée. Pourquoi est-ce que je ne crée pas un service de ménage à disposition toute l'année de mon territoire, qui forcément va me faciliter la gestion de ma saisonnalité l'été? Voilà l'idée de base extrêmement simple. Et donc, Casiris est né sous la forme qu'il a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on fait du ménage, de l'entretien de jardin, dans le cadre restrictif des services à la personne. Alors, pourquoi j'ai construit différemment? J'aime bien dire que la construction différente, du moins dans mon cas, c'était pas du tout une fin en soi. Donc je ne suis pas parti en disant il faut que j'ai la bonne idée, il faut que j'ai l'idée fulgurante du matin qui dit ça y est, je sais ce qui va révolutionner le monde. Non, non, pas du tout. Moi, c'était beaucoup plus simple. J'avais à la fois des contraintes, je dirais, internes et externes. J'avais l'habitude de clients, mes résidences secondaires, qui étaient dans une vision très résultat. Le moyen importe peu, mais c'est le résultat, que ce soit prêt quand on arrive. Et puis d'autre part, j'avais aussi une contrainte interne en disant, mais ça fait 5 ans que je fais comme ça, pourquoi changer? J'ai un passé dans l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie, j'ai toujours vu des femmes de ménage qui travaillent en équipe, j'ai toujours vu des organisations de ménage orientées résultats. La chambre d'hôtel doit être nickel quand les clients arrivent. Donc, c'est ces contraintes-là qui m'ont amené à dire, mais finalement, toutes ces choses que j'ai fait ou que j'ai vu faire dans le passé de ma carrière, pourquoi ça ne marcherait pas ailleurs? Et donc, c'est comme ça qu'est arrivée cette idée de ménage en équipe, chez les clients, avec les produits. Pourquoi je mets les produits? Parce que dans mes résidences secondaires, il n'y avait jamais de produits ni d'aspirateur. Donc forcément, on avait cette contrainte-là. Pour délivrer une prestation de ménage autour de chez moi, dans une vision résultat. Donc on vend du résultat du ménage et non pas le... Alors comment on a construit ça? Je dis, la solution est chez les clients. Oui, la solution est chez les clients. On n'a pas inventé ça tout seul. On n'est pas arrivé là où on est, juste tout seul dans notre coin en phosphorant. Dans les années 2000, vous savez, on parlait de CRM, qui était la gestion de la relation client, homogénéiser les points de contact de nos clients avec l'entreprise. Nous, on est allé, j'allais dire, plus loin ou différemment. On a été voir nos clients pour savoir qu'est-ce qu'ils attendaient de la prestation de ménage. Pour eux, qu'est-ce que c'était qu'un ménage? Est-ce qu'ils avaient une satisfaction à avoir une femme de ménage à leur disposition, ou est-ce qu'ils cherchaient plutôt le résultat? Et donc, nous sommes arrivés, après le cheminement que je vous redécrirai après, à créer cette formule maison propre, qui consiste de manière très simple. Le principe, on mesure la maison, mètre carré, c'est indéniable, on y apprécie la difficulté en termes de ménage, et on fait une offre à notre client, dire votre maison propre, une fois par semaine, vous coûtera la somme de X. Tout compris. Donc, quand je dis tout compris, le matériel, bien sûr, plus d'aspirateur, plus de sacs d'aspirateur qui manquent, plus les produits d'entretien, produits exclusivement écologiques, et la garantie du résultat. Ne vous souciez plus de dire, tiens, il faudrait me faire les vitres parce qu'il a plu. On gère ce rythme-là.
Donc on est vraiment très orienté vers le résultat. Donc voilà à peu près, en quelques mots, la présentation de Casiris. Alors maintenant, pourquoi l'économie de la fonctionnalité? Alors vous devez tous connaître cette stratégie, nouvelle vision stratégique très courante en ce moment, qui consiste la stratégie de l'océan bleu. Vous savez, on a l'océan rouge qui est son marché, ses concurrents, sa pression sur les prix, et puis on emmène vers la stratégie de l'océan bleu. Alors moi j'ai toujours le F, c'est un peu mon océan bleu à moi. Pourquoi c'est mon océan bleu? J'ai des salariés et des clients qui me sont fidèles. Tout le monde sait, et tout le monde a dû vivre à ses dépens, le coût de remplacement d'un salarié, le coût d'acquisition d'un nouveau client. Moi, la fidélité, ça me fait faire des économies. Et bien d'autres choses. Une rentabilité meilleure. Effectivement, dans mon modèle, vous avez bien compris que comme je vends un résultat, les heures de main-d'œuvre que je vais payer pour arriver à l'obtention de ce résultat sont chez moi des coûts et non pas des unités de chiffre d'affaires. Donc j'ai intérêt à minimiser mes coûts. D'autre part, comme je vends des maisons propres et non pas des heures de ménage, allez, je ne vais pas dire que j'ai pas de concurrents, parce que bien évidemment, il y a une concurrence sur la satisfaction du besoin. Par contre, mes concurrents vendent des heures de ménage. Moi, je vends autre chose. Donc la pression coût est forcément décalée. Donc on est un petit peu plus à l'aise. C'est un certain nombre de choses qu'on cherche à faire avec l'océan bleu. Bon, moi j'y suis arrivé par ailleurs, mais finalement on est plutôt mieux dans du bleu que dans du rouge. Alors tout ça, ça me permet aussi d'avoir un modèle social que j'appelle vertueux. Vous avez dû tous entendre parler des difficultés qu'ont à recruter les entreprises de services à la personne. Je vais dire c'est normal. Bon, moi aussi j'ai des difficultés, mais c'est normal quand on voit la piètre valorisation qui donne à ces métiers-là. Dans le modèle que j'ai construit, on travaille en équipe. Enfin, l'être humain n'est pas fait, on vit en meute, hein. On vit ensemble, on vit dans des villages, on ne vit pas perdu dans la nature. Donc on n'est pas fait pour travailler tout seul, on est fait pour travailler en équipe. Ça tombe bien, chez moi on travaille en équipe. Comme on gère un planning avec nos garanties de résultats, chez moi on travaille en journée continue. Donc plutôt que d'avoir 2 heures là, 2 heures de trou, 3 heures là, chez nous on fait une journée continue, c'est quand même beaucoup plus agréable. Ah oui, j'allais oublier, pour moi c'est vital, on a une machine à café chez nous. C'est-à-dire que tous les salariés viennent le matin chercher leur camion, chercher leurs produits, viennent boire un café. Donc on crée un vrai lien social dans l'entreprise, ce qui est totalement inédit dans des entreprises qui ont la même activité que la nôtre. Alors bien évidemment, la conséquence de ça, c'est qu'on a un ancrage territorial qui est fort. Ah oui, on doit tous venir au même endroit le matin. Mais ça veut dire qu'on habite tous dans la même région. Ça veut dire que quand on cherche à recruter, les intervenants du recrutement nous connaissent. C'est-à-dire qu'on a cette position et je dis toujours que l'entreprise, selon moi, doit avoir un rôle, aussi petite soit-elle, un rôle sociétal. On fait partie du territoire. Et donc ça nous y ancre d'autant plus. Alors après, le F, et j'y reviendrai par la suite, oui, j'ai dirais malgré ça, grâce à l'EF, j'ai encore découvert d'autres leviers de croissance. Et j'y viens dans le slide suivant. Alors comment on a cheminé? Donc vous avez bien compris qu'au départ, il y avait une idée toute simple qui était de dire, bah tiens, il y a des trucs qui marchent là, pourquoi on ne pourrait pas les faire marcher là-bas, hein? Donc c'était ça. Donc il n'y a pas eu de pure création, j'allais dire. Par contre, dans notre cheminement, agilité et persévérance. Quand on ne sait pas où on va, puisque quand on est parti, on ne savait pas où on allait, hein, il fallait d'un côté avoir de l'agilité, c'est-à-dire d'adapter notre solution ou de faire progresser notre solution vers là où elle nous tendait. Cependant, le risque, c'était de perdre notre âme, en fait, et de retourner dans un modèle classique en disant mais c'est beaucoup plus simple de vendre des heures de ménage. Vous imaginez, vous achetez 1 heure de ménage, vous vendez 1 heure de ménage, c'est quand même simplissime. Donc, il faut contrebalancer pour trouver ce fil très fin au milieu par de la persévérance, parce qu'on ne voulait pas y aller, clairement. On ne voulait pas quitter notre modèle qui, je vous rappelle, j'avais la clientèle un peu particulière, qui répondait à cette demande-là. Donc on a passé un certain nombre d'années à naviguer entre cette agilité et cette persévérance pour arriver à construire notre modèle. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Expérimentation, adaptation. Bien évidemment, la solution qu'on propose aujourd'hui,
on était incapable de la proposer il y a ne serait-ce que 5-6 ans. On en avait les prémices, hein. Mais quand au début, vous allez voir le premier prospect pour dire « Attendez, moi je vais vous vendre une maison propre », il dit « C'est pas ça dont j'ai besoin. Moi je veux juste une femme de ménage 3 heures par semaine. » Oui, bon, ben, on avait vraiment tendance à quitter notre truc. Aujourd'hui, je garantis qu'il ressort avec une maison propre, parce que fondamentalement, c'est ce qu'il veut. Mais ce cheminement-là, on l'a fait parce qu'on a adapté et on a expérimenté. Alors, après, qu'est-ce qu'on a découvert grâce à l'EF? Et je dirais cette bascule-là, elle a été faite surtout grâce au projet d'accompagnement CAPEF auquel j'ai participé, puisque vous vous êtes rendu compte que l'EF que j'ai fait jusqu'à présent, je l'ai fait de manière un peu empirique. Grâce à l'accompagnement, j'ai commencé à beaucoup mieux modéliser les choses, à mettre des noms sur les choses et à voir qu'il y avait effectivement beaucoup de choses que j'utilisais sans savoir ce que c'était, et il y avait beaucoup de choses que je sous-utilisais. Alors notamment, Christophe en parlait tout à l'heure, ressources immatérielles. Imaginez bien que dans mon activité, quand on ne vend que du service, du pur service, hein, tout est immatériel. Effectivement, dedans, il y a énormément de ressources. Et ce que m'a appris Christophe, la ressource, et contrairement à ce que disait le monsieur de l'ALEM l'autre jour, moi j'ai pas de la matière première qui s'utilise et dont les ressources sont finies. La ressource immatérielle, elle se développe au plus qu'on s'en sert. Et je peux vous dire que ça marche, parce qu'on s'en sert de plus en plus, et elle se développe effectivement de plus en plus. Qu'est-ce que m'a amené l'EF aussi dans mon cheminement? Vivre les externalités. Et là vous dites, oh là là là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est effectivement un truc bizarre, l'externalité. C'est, pour faire très simple, les choses qui soit s'imposent à vous, soit que vous générez, dont vous ne maîtrisez pas les effets. Bon, c'est pas plus clair. 2 exemples. Je génère du bien-être chez mes clients. Ah oui, c'est vrai, je ne maîtrise pas le niveau de bien-être, par contre, je sais que je le génère. Mais je peux essayer de trouver un curseur pour en générer encore un peu plus. Un autre exemple d'une externalité négative, je vous en parlais tout à l'heure, j'ai du mal à recruter. Ouais, service à la personne, femme de ménage, on n'y est pas par vocation. Donc je subis, puis je peux rien faire hein, pour ça, je subis une externalité négative. Par contre, je peux peut-être essayer de la contourner. Je la contourne partiellement en ayant ce que j'appelle une offre sociale incomparable sur ce marché-là, mais je peux peut-être encore pousser le curseur un petit peu pour essayer de contourner cette externalité négative. Donc voilà où je dirais le cheminement qu'on a parcouru et on en est où maintenant? Alors on n'a pas fini, mais par contre on a trouvé ce que j'appelle mon EF V2. Je suis arrivé à la V1, la formule maison propre, de manière juste empirique. Et maintenant, je pense qu'on a la matière première, immatérielle, donc ça tombe bien, on va la développer, pour arriver à passer à l'EFV2, qui sera quelque chose qu'on pourrait appeler la formule d'aide à la vie quotidienne. Bon, le nom claque pas vraiment bien, on n'a pas encore trouvé le bon nom, mais l'idée c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va augmenter la pertinence de nos solutions. Christophe en a parlé tout à l'heure, les clients sont contents de leur maison propre, mais finalement, on pourrait être encore plus pertinent, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne fait pas dans la maison, qu'on pourrait être tout à fait légitime à faire. Ça tombe bien, on y va 1 fois par semaine, ça tombe bien, le client nous fait confiance, donc on a les clés de chez lui. Donc vous voyez que tout ça est extrêmement facilité. Maintenant, il n'y a plus qu'à, et on est dedans, en train de dire, mais qu'est-ce qu'on met dedans, comment on fait? Le risque, c'est qu'on rebascule sur une offre composée. Donc on va prendre des briques et puis on va laisser un peu la possibilité au client de dire je veux ça mais je veux pas ça et on aura perdu notre âme. Maintenant le challenge c'est qu'on arrive à en faire une offre intégrée où on est vraiment dans une démarche d'aide à la vie quotidienne. Vous avez vite compris que ça va me donner quoi? C'est mes équipes, c'est les salariés qui vont le faire. Donc quand on va dire aux salariés, alors déjà vous n'étiez pas femme de ménage, elles le savent, elles sont contentes. Mais maintenant vous allez être encore plus parce qu'on va vous confier d'autres responsabilités, vous allez avoir d'autres valeurs, vous allez avoir d'autres compétences. Forcément, les salariés ne sont que plus satisfaits. Donc là, vous avez senti que j'ai activé mon curseur externalité négative pour dire, mais tiens, je peux peut-être proposer une perspective de carrière à ces gens qui, le ménage, on n'est pas femme de ménage par vocation. Et enfin, bien évidemment, pour arriver à construire cette offre intégrée, je ne pourrai pas tout faire tout seul. Donc les accords qu'on peut avoir avec divers prestataires nous permettant d'associer nos offres, on va essayer de passer un cliquet supérieur et d'arriver à des vrais
coopération territoriale, de manière à ce que nos offres soient réellement intégrées. Donc voilà, en quelques phrases et quelques mots, un peu le cheminement, d'où on arrivait, un peu ce qu'on avait découvert par hasard et tout seul, et puis vers où on va grâce à la mise en, je dirais, en théorie, en perspective de l'économie de la fonctionnalité. Je vous remercie.